Salut tout le monde, on ouvre cet octogone de la fin du mois d'août, donc fin de l'été, vacances scolaires, etc. Et puis il y a plein de nouvelles importantes qui sont tombées tout de même sur lesquelles on peut revenir. Que ce soit donc le début de la fin de la France-Afrique qui avait été sonné avec le Mali, mais qui se poursuit donc avec le Niger, la prise, disons, en otage du président Bazoum, qui était très pro-France-Afrique, et qui avait donc été complètement prévu par des analystes comme Bernard Lugan, avec une green analyse qu'on connaît, hein, qui est interdite aujourd'hui, notamment dans Le Monde, CELSA, Sciences Po, etc. C'est-à-dire le fait que l'ethnie n'existe pas en Afrique et que si elle existe, ce n'est qu'une construction coloniale. Il n'y avait pas d'ethnie avant, c'est bien connu. Et donc amener l'ethnie, c'est amener quelque chose qui n'existe pas. Donc ça crée systématiquement des situations d'aveuglement en fait dans la géopolitique et la compréhension de la géopolitique par la France, et ça vous donne la fin assez pathétique de la France-Afrique aujourd'hui, avec une fin programmée du franc CFA, mais pas que. On voit aussi les BRICS. Au moment où j'enregistre cet octogone, c'est le sommet des BRICS, d'où la France a été exclue. Là aussi d'une façon pas très glorieuse. Et je ne peux insister suffisamment sur le caractère historique de tout cela. C'est vraiment un événement majeur de la géopolitique, des relations internationales. Donc je voulais ouvrir là-dessus. Ah bien sûr, on a des petites nouvelles marrantes du genre le combat de MMA entre Zouk et Musk. Bon, quand même, Zouk est beaucoup plus jeune et puis il a beaucoup plus de pratique des arts martiaux, mais Musk arrête pas de se foutre de sa gueule et de le troller. Rien que ça, c'est rigolo. Musk a même prétendu que le Colisée aurait été mis à leur disposition. Bon, c'est amusant. Par ailleurs, le petit Musk, il est peut-être parti pour être le premier trillionnaire de l'histoire. C'est à la fois flippant et grandiose. Grandiose dans le sens où il y a eu une campagne de dénigrement contre lui qui était colossale, faut pas l'oublier. Quand il a racheté Twitter, qu'il a sorti les Twitter Files, qu'il a montré que le FBI avait censuré des informations. Et en même temps, bon bah oui, Twitter est en train de devenir une application assez universelle. Je reprendrai dans d'autres vidéos, probablement sur YouTube, la possibilité que Elon Musk sorte un téléphone. Ça semble dans son placement stratégique le continuement logique aujourd'hui des rachats qu'il a fait, avec Starlink d'une part, et puis X aujourd'hui dont il veut faire une sorte de superpuissance du paiement en ligne. C'est un peu sa revanche parce que X.com, c'est ce qu'il avait créé quand ça a fusionné avec PayPal, et il s'est fait arnaquer par Peter Thiel à l'époque de la fusion avec PayPal. Donc justement, voilà, le combat entre Musk et Zouk, c'est toujours assez rigolo de parler de ce genre de truc. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il ait lieu pour être honnête, mais j'espère que je serai contredit dans ce contexte. Alors maintenant, revenons un petit peu sur les choses très sérieuses de la géopolitique mondiale. L'Iran veut faire l'unité du monde musulman avec l'Arabie Saoudite. Là, on est sur de la dépêche sérieuse. Ça a apparu le 18 août. Et bon, c'était complètement inenvisageable il y a 10 ans. L'Iran chiite, complètement contre la monarchie d'Arabie Saoudite, et puis les BRICS qui sont passés par là pour consolider leurs approvisionnements de pétrole, pour aussi consolider les nouvelles routes de la soie en ce qui concerne la Chine. C'est un tour de force diplomatique. Tous les médias auraient dû en parler encore et encore si les médias avaient été indépendants. C'est vraiment un tour de force diplomatique que d'être parvenu à réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont pourtant encore en conflit par proxy avec les Houthis au Yémen, dans lesquels d'ailleurs la France avait armé l'Arabie Saoudite, et on a eu des crimes de guerre très importants. Mais c'est vraiment unique. D'ailleurs, ça témoigne, alors je dois vraiment vous le dire, je m'étais complètement gouré sur Mohamed Ben Salman. Aujourd'hui, sa maturité géopolitique est assez flagrante, et c'était inattendu de la part d'un souverain aussi jeune, et puis qui avait autant de pouvoir, autant d'argent disponible. Même si je continue évidemment à ne pas croire au projet The Line et à Neom, mais et là je pense plutôt que c'est des tentatives de l'arnaquer, pour être honnête, en tout cas de l'arnaquer le royaume d'Arabie Saoudite. Mais cette géopolitique, cette diplomatie entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est tout à fait remarquable. Alors, on va lire un petit peu plus la dépêche. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a assuré que son pays œuvrait pour l'unité du monde musulman, donc la Oumma, à l'occasion de son premier déplacement officiel en Arabie Saoudite depuis le rapprochement diplomatique de ces deux puissances rivales du Moyen-Orient. L'Iran, pays à majorité chiite, et l'Arabie Saoudite, à majorité sunnite, entretiennent des relations tendues depuis des décennies, c'est exact, soutenant des camps adverses dans les conflits de la région. Mais les relations entre ces deux poids lourds, qui ont repris après un accord conclu en mars, après 7 ans de rupture, vont dans la bonne direction, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Donc c'est tout à fait marquant, et ça méritait qu'on ouvre l'octogone là-dessus.
Ensuite, dans les autres nouvelles, Zelensky limoge les responsables régionaux du recrutement militaire pour corruption. Alors la situation en Ukraine est catastrophique pour les Ukrainiens. Je ne peux que vraiment souligner la désinformation totale. Hein. Donc tous les NAFO, les généraux de plateau, etc. vous ont désinformé, vous ont dit le contraire de ce qu'il se passait. Alors il y a eu les Javelin allaient être un game changer, il y a eu les Bayraktar allaient être un game changer, il y a eu les canons César allaient être un game changer, les HIMARS allaient être un game changer, les Patriotes allaient être un game changer. Maintenant on vous parle des F-16. Bon, les F-16 c'est des avions de 4e génération, ils ont 50 ans. C'est de la génération du Mirage 2000 pour vous donner une idée. Ce n'est absolument pas un game changer, surtout avec les systèmes anti-aériens multicouches qu'ont les Russes, à savoir les S-400 pour la très longue distance et les Pantsir pour la distance moyenne. C'est absolument ridicule et c'est vraiment le sujet, ce pour le quoi Octogone a été créé en réalité, pour vous vacciner pour de vrai contre la désinformation, enfin pour vous rappeler qu'on vous a menti sur la guerre en Irak, qu'on vous a menti sur la guerre en Afghanistan en vous disant qu'elle allait être gagnée, etc. Les États-Unis sont repartis la queue entre les jambes après avoir blanchi 2000 milliards de dollars de détournement d'argent public. Et puis aujourd'hui, de la même façon qu'on vous a dit que la guerre en Libye était une bonne chose et dans le camp du bien, aujourd'hui on vous a dit que la guerre en Ukraine était une bonne chose. En réalité, les États-Unis ont suivi les objectifs de l'OTAN, c'est-à-dire keep the Russians out, the Americans in and Germany down. Et c'est ce qui s'est passé. L'explosion du Nord Stream avec les collabos allemands qui l'ont laissé faire, qui l'ont quand même pas protesté, a complètement détruit l'économie allemande et sa compétitivité. On est en pleine récession en Europe. Et pendant ce temps-là, c'est aussi dans les nouvelles, le PIB russe progresse de 4,9% au deuxième trimestre. Ça fait 20 ans. Plus de 20 ans que la France n'a pas eu de tels chiffres. Et la Russie, dont Nono le rigolo devait la mettre à genoux, voit son PIB progresser de 4,9%. C'est affligeant. Ce niveau de désinformation est absolument affligeant. Quoi qu'il en soit, donc en Ukraine, la dépêche datait du 14. Zelensky limoge les responsables régionaux de recrutement militaire, ça prouve plusieurs choses. Alors le colonel McGregor a dit que les images par satellite qu'il avait vues lui confirmaient que c'était de l'ordre de 300 000 morts en Ukraine. On peut compter au moins autant de blessés, ce qui prouve bien que l'OTAN n'en a rien à foutre de l'Ukraine in the first place. Ils n'avaient jamais envisagé de la faire rentrer dans l'OTAN. Le but était de l'envoyer se faire massacrer sur la Russie, de détruire l'Europe économiquement, sa compétitivité et son élan géopolitique, et puis bien entendu de la couper définitivement de la Russie. Et d'affaiblir un peu la Russie, ça a échoué, mais par contre vraiment l'OTAN n'en avait rien à foutre de l'Ukraine. C'est une trahison, c'est une abomination. Pour tous les vrais amis de l'Ukraine, c'est une abomination ce qui s'est passé. Mais donc le fait que Zelensky limoge des responsables de recrutement, ça prouve donc d'une part que l'Ukraine n'a plus de réserve stratégique, et c'est quelque chose qui est confirmé même par des analystes indiens, japonais, brésiliens, qu'elle a des pertes effroyables, et puis que la corruption est toujours là, c'est-à-dire que ces responsables régionaux de recrutement, soit par humanité, soit par pur intérêt, ils préféraient prendre $2000, $2500, c'est à peu près ce que ça coûte pour ne pas se faire embarquer dans un camion pour être envoyé au front. Et donc, ça prouve bien que la situation est catastrophique en Ukraine. Et c'est là que les vrais amis de l'Ukraine, je pense à des De Villepin, on a même Sarkozy qui est sorti du bois. Il faut reconnaître que, pour le coup, il a eu un certain courage. Comme il est plus aux affaires, il est plus sous la pression d'Hillary Clinton, etc. Mais il a eu vraiment un certain courage de dire, bon, là, faut arrêter. Il faut geler ce conflit à la coréenne, parce que l'Ukraine est en train de se faire absolument démonter. Et les Russes avaient une stratégie, comme l'avait souligné Jacques Sapir, du beurre et des canons, c'est-à-dire on va pas hypothéquer l'économie, c'est pas une économie de guerre. Les Russes n'ont engagé qu'autour de 200 000 hommes, ce qui est rien pour l'Ukraine. Et l'Ukraine, elle, a perdu donc 600 000 personnels combattants, blessés ou tués. Et ça vous prouve bien l'état aujourd'hui du front. Et le fait que vous avez encore des gens qui font confiance à des médias comme BFM, etc. Alors le groupe Altis va très mal en ce moment, hein. BFM étant une filiale du groupe Altis, le groupe Altis va extrêmement mal. Les accusations de corruption de son cofondateur, qui est assigné à résidence, Draghi qui est dans le viseur du fisc suisse, mais qui au-delà est bourré de casseroles, on le sait, et puis ses lieutenants comme Veil qui sont bourrés de casseroles aussi, enfin bon... tant mieux, j'espère que le paysage médiatique va se débarrasser du groupe Altis très rapidement, parce qu'en termes de désinformation, c'était quand même assez brutal. L'Allemagne va décrocher une usine du géant taïwanais TSMC. Alors c'est vrai que même si l'Allemagne a perdu considérablement sa compétitivité, elle reste évidemment plus intéressante que la France pour attirer le leader mondial des semi-conducteurs. Alors
TSMC, donc Taiwan Semiconductor Corporation, le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, avec Hynix en Corée, se diversifie et envoie des usines ailleurs en prévision d'une possible invasion de Taïwan. Donc beaucoup de ces usines sont en Chine, à Shenzhen, et donc TSMC est en train de se diversifier, c'est tout à fait intelligent. Donc 2 informations dans cette dépêche: la France n'est pas compétitive, je veux dire, TSMC n'aurait jamais fait confiance à la France pour y installer une usine, je le déplore, mais c'est comme ça. Le contexte, le niveau de corruption en France, le niveau d'instabilité fiscale, légale, enfin, un entrepreneur international qui s'installe en France, il sait pas ce qui va se passer, il sait pas si son usine va être fiscalisée, défiscalisée, etc. Enfin, c'est complètement illisible, alors que le modèle allemand, avec beaucoup plus de pratiques de la flat tax, etc., est un modèle beaucoup plus lisible à l'international, et l'Allemagne a une meilleure réputation que la France. Donc, dans les autres nouvelles, pour l'ouverture de cet octogone, le sommet des BRICS, il faut le détailler davantage, dans le sens où, comme je vous l'avais dit dans beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est l'avenir des BRICS que de devenir l'Organisation des Nations Unies 2.0, en essayant d'éviter de recopier ses erreurs. C'est-à-dire qu'on a eu la Société des Nations, dont on sait qu'elle a été un échec absolu, elle a été créée après la Première Guerre mondiale, pour empêcher la seconde, et le simple fait que la seconde ait existé a bien démontré que la Société des Nations était un échec. Elle a commencé à être un échec quand le Japon a envahi la Chine impunément, quand l'Italie a envahi l'Éthiopie, membre de la Société des Nations, impunément. Et donc, évidemment, à cette époque, on savait d'entrée de jeu, avec en plus la guerre d'Espagne, qui certes était une guerre civile, mais dans laquelle l'Allemagne avait participé, que la Société des Nations était un échec. L'ONU n'a pas été mieux. S'il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale au sens chaude du terme, s'il n'y a eu qu'une guerre froide avec tout de même beaucoup de guerres meurtrières comme la guerre au Vietnam, c'était davantage parce qu'il y avait la bombe atomique que parce qu'il y avait l'ONU, il faut être honnête. L'ONU n'a jamais prévenu de conflits de façon efficace dans le monde, en tout cas pas de conflits majeurs. Bon. Et aujourd'hui, les BRICS pourraient être tentés de créer leur organisation des Nations Unies avec leur propre système de financement, ce qui est déjà le cas, avec leur propre ordre monétaire international, donc, mais aussi leur propre ordre géopolitique, des casques bleus des BRICS, si vous voulez. Et ce qui a manqué d'ailleurs pour l'Ukraine, hein. S'il y avait eu des casques bleus en Ukraine, si les vrais amis de l'Ukraine avaient fait déployer des casques bleus dans le Donbass, l'invasion russe n'aurait pas pu avoir lieu. Si vous aviez eu des soldats pakistanais et indiens dans le Donbass, sous mandat des Nations Unies, la Russie n'aurait pas pu envahir. Mais figurez-vous que c'est pas la Russie qui aurait mis des vétos à ce genre de propositions, ce sont bien sûr les États-Unis qui, depuis 2014, rêvaient de ce conflit, l'ont préparé, l'ont organisé, ont fait croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient sortir gagnants de ce conflit, les ont galvanisés et ont mis au pouvoir uniquement des gens qui pouvaient croire avoir l'illusion qu'ils pourraient gagner un conflit avec la deuxième puissance militaire mondiale et la première puissance nucléaire mondiale aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Ukraine est dans une situation vraiment catastrophique. D'ailleurs, certaines rumeurs circulaient disant que même les États-Unis envisageaient de sortir Zelensky des affaires et de mettre Klitschko à la place. Pour être honnête, Klitschko est beaucoup plus sérieux, courageux et brillant que Zelensky, mais les Américains l'aiment pas trop, hein. Nuland, par exemple, n'aime pas du tout Vladimir Klitschko. Et elle l'avait fait savoir à plusieurs reprises, elle voulait le sortir en 2014 déjà. Elle avait dit qu'il fallait dégager Klitschko, qui était déjà maire de Kiev, pourtant donc un politicien important. Mais bon, voilà la situation. Une petite nouvelle comme ça, qui passait vite fait, enfin une dépêche qui disait l'IA pourrait créer plus d'emplois qu'en détruire. Bon, c'est ce qu'on dit depuis très longtemps. Mais c'est important de voir que c'est passé dans le radar de certains journalistes bas de plafond. Donc je suis assez content de voir qu'enfin, on a des petites dépêchounettes qui circulent comme ça. Alors, voyons un peu d'où ça vient. C'est une étude publiée par l'ONU. Ça parle de ChatGPT. L'Organisation internationale du travail donc de l'ONU a commissionné cette étude. Et bon, c'est bon signe en effet, même si l'ONU devrait s'intéresser davantage à la régulation des armes autonomes. Ça, c'est vraiment un grand sujet. Une dépêche du 17, Kiev défie Moscou avec un navire cargo en mer Noire. Bon, ça a fait pchit, hein. Aujourd'hui, Kiev est sous embargo et il n'y a pas de défi de Moscou particulier, hein. Ça, c'est du niveau de la dépêche Celsa typique. En Argentine, le peso dévalué, l'économie sur les nerfs après le choc Milei à la primaire. Oui, l'Argentine, c'est
C'est vraiment un pays qui avait tout, c'est une catastrophe. Hein. Quatrième puissance économique mondiale à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Un pays remarquable, industrialisé, et puis qui a adopté des politiques économiques catastrophiques, plus débiles les unes que les autres, et qui passe son temps à se suicider, quoi. Et on le voit aujourd'hui. Alors peut-être qu'une entrée dans les BRICS pourra enfin les réveiller, mais aujourd'hui, l'Argentine, c'est dévaluation après dévaluation, puis c'est tous les 15 ans comme ça, tous les 10 ans comme ça. Alors certes, il y avait eu la pression américaine, c'est certain, il y avait eu la tentative d'indexer le peso sur le dollar, mais au-delà de ça, c'est vraiment une mauvaise gestion structurelle en Argentine, et on ne peut qu'espérer que ce sera une redistribution géopolitique, de voir enfin l'Argentine rejoindre les BRICS avec des nouveaux standards monétaires. Mais bon, là, je suis un petit peu idéaliste, hein, honnêtement. En Équateur, nouvel assassinat politique, et oui, hein, vous savez que donc le 16 août, vous avez eu un assassinat politique, et les ingérences étrangères sont assez évidentes en cela. L'Équateur, dont le dollar est devenu une monnaie officielle. Hein. Le PIB, donc, de 4,9% au deuxième trimestre russe, mais ça, pour moi, c'est... Qui vous a... Est-ce que vous avez vu BFM vous le dire? Est-ce que vous avez vu... Même CNews, pourtant, qui est pas si mauvaise, est-ce que vous avez vu CNews vous dire, voilà, le PIB russe, c'est 4,9%. Enfin, la France rêverait d'avoir la moitié de ça. On pérorerait, Nono le rigolo, aujourd'hui, pérorerait, là, il serait sur tous les plateaux de vous dire, on a fait 2,4%, 2,4, la moitié de 4,9, 2,45, soyons fous. Pérorerait. La réalité, c'est que on vous a désinformé. Je peux pas vous dire les choses autrement. Octogone est là quand même pour prévenir la désinformation de masse. Quand les journaux n'ont pas fait leur travail et on dit, on reprit Nono le rigolo qui disait, on va faire s'effondrer l'économie russe. La réalité, c'est un an plus tard, 4,9,5 de croissance, quoi. Pour un pays sous embargo, pour un pays coupé de SWIFT, pour un pays que Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a supplié à genoux de réintégrer SWIFT. Voilà la situation. Enfin, dépêche du 21 août, Taïwan dénonce 42 incursions d'avions militaires chinois dans sa zone de défense aérienne. Alors c'est la zone d'exclusion. Hein. Taïwan n'a pas les moyens, elle a les moyens technologiques, mais elle n'a pas les moyens géopolitiques d'abattre un avion chinois. Les Américains ont fait beaucoup de paroles verbales, mais leur prestige est complètement entamé vis-à-vis de l'Ukraine. Là, clairement, en 2024, Taïwan semble être le prochain sur la liste. Alors, Nancy Pelosi avait tenté une visite pour énerver les Chinois et pour les pousser à la faute. C'était pas idiot de la part de Nancy Pelosi. Ça aurait été une tentative d'enrager les Chinois pour qu'ils essayent d'envahir plus tôt, ce qui était d'ailleurs d'un cynisme abject vis-à-vis de Taïwan, hein, c'est-à-dire vas-y, mort, et puis tant pis pour les Taïwanais, quoi, tant pis pour leur récession économique, tant pis pour les morts, on s'en fout. Mais en effet, si la Chine avait attaqué Taïwan il y a 2 ans, ça aurait été sans doute un échec. Par contre, là, le temps joue pour les Chinois. Xi Jinping en est parfaitement convaincu et il est virtuellement président à vie. Donc, ce que l'on doit voir avant 2025 inclus, avant 2026, donc avant le 1er janvier 2026, c'est une invasion de Taïwan qui se produirait donc de nuit, alors dans laquelle, faut être honnête, l'armée chinoise n'a jamais vraiment été testée. Hein. On a tout de même été surpris par les performances de l'armée russe, qui est pourtant hautement testée, notamment en Syrie, et avant même dans des conflits plus récents, la Tchétchénie, la Géorgie, le Haut-Karabakh, etc. Mais l'armée russe a déçu en Ukraine, c'est exact. Mais avec tous les moyens stratégiques qu'elle avait, toutes les réserves stratégiques qu'elle avait, plus d'1 million d'hommes, les technologies qu'elle avait, elle ne pouvait pas perdre, et c'est ce que je vous disais il y a plus d'1 an sur YouTube. Elle ne pouvait gagner qu'un peu, beaucoup passionnément. Elle n'est pas parvenue à gagner passionnément, c'est-à-dire à biélorussiser l'Ukraine, à mettre un pantin à Kiev et à transformer l'Ukraine en Biélorussie, mais elle s'accommode très bien, la Russie, aujourd'hui, de cette situation, parce que maintenant qu'elle a l'initiative, elle peut avancer tant qu'elle veut. Et elle peut aller jusqu'à la rive, elle peut conquérir la rive gauche du Dniepr et transformer l'Ukraine en Allemagne pendant la guerre froide, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. Et c'est quelque chose qui est tout aussi intéressant pour la Russie, dans le sens où avoir mis un pantin à Kiev, ça n'empêchait pas du tout que le pantin fût débouté, ce qui s'est passé en 2014. Les pro-russes ont giclé, Yanukovych a giclé. Et donc, si la Russie était parvenue, par exemple, à biélorussiser l'Ukraine, eh bien, ce qui se serait passé, ça aurait été le risque que 10 ans plus tard, il y ait un nouveau coup d'État pro-américain. Alors que là, posséder les territoires, c'est pas possible de faire un coup d'État dedans, c'est certain. Donc, pour la Russie,
Son premier échec a été positif pour sa géopolitique et sa stratégie à long terme, mais il est vrai que ça a démontré une certaine faiblesse de l'armée russe, qui est pourtant aujourd'hui, enfin en tout cas son infanterie, la plus entraînée au monde, et Wagner aussi, si on l'inclut, puisque maintenant Wagner opère directement sous le contrôle de l'armée russe. Mais l'armée chinoise, à chaque fois qu'elle a été mise dans un engagement, elle a été décevante. Donc, je sais pas trop quoi penser d'une invasion chinoise de Taïwan. En tout cas, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, et surtout, ça peut causer des problèmes évidemment majeurs sur les approvisionnements de semi-conducteurs et sur l'économie mondiale. Vous auriez un effondrement boursier majeur si la Chine, ou plutôt quand la Chine, envahira Taïwan par la force. Enfin, pour reparler du groupe Wagner, etc., bon, bah, on a toujours la situation en Afrique sur laquelle on a ouvert. Le Tchad est le prochain sur la liste. Il est possible que l'exécutif tchadien décide de passer dans le camp russe. C'est tout à fait possible, si les Russes y vont par soft power. Mais pour l'instant, les Chinois se déploient économiquement, les Russes se déploient militairement. L'Inde a encore du retard. Mais sur le très long terme, l'Inde a vraiment un potentiel remarquable. Parce que si vous regardez, il faut se rappeler qu'à une époque, le PIB de l'Inde et de la Chine étaient quasiment les mêmes. C'est assez impressionnant, parce qu'aujourd'hui, c'est complètement... Enfin, c'est disproportionné, l'écart de PIB entre l'Inde et la Chine. Et vous avez, je dirais, cet analyste, bon, c'est un chef spirituel, c'est un mystique, c'est Sadhguru, Jaggi Vasudev, qui vous disait que oui, l'Inde est beaucoup plus chaotique, beaucoup plus bordélique, et c'est exact, hein, n'importe qui connaît le système économique indien, que ce soit macroéconomique ou microéconomique, vous confirme que l'Inde est beaucoup plus bordélique que la Chine. Mais ce bordel a des conséquences économiques particulières au sens de Nassim Nicolas Taleb, c'est l'antifragilité, c'est-à-dire la capacité à absorber le chaos et l'imprévisibilité. Et la Chine, elle, a beaucoup plus de mal à absorber le chaos et l'imprévisibilité. C'est ce que vient d'admettre Xi Jinping dans son dernier discours. Il a dit, voilà, la Chine est comme un océan. Alors oui, des fois, il y a des vagues. Donc, il reconnaît qu'il y a des vagues, hein, le chômage des jeunes, notamment en Chine. Mais derrière, il dit, bon, sur le long terme, on va continuer à croître. Et je veux bien le croire, mais c'est peut-être l'opportunité pour l'Inde d'avancer, et peut-être notamment donc, en Afrique. Voilà pour l'ouverture de cet octogone. Passons maintenant aux détails pour les abonnés.